le savez, dans les colloques, les interventions, la première intervention de l'après-midi est toujours une intervention difficile, parce que il faut réveiller les ardeurs de ceux qui ont fait comme nous un bon repas. Donc j'ai voulu placer une intervention particulièrement tonique. Et cette intervention est tonique par le sujet et par l'orateur. Alors le sujet, c'est l'organisation de l'armée secrète. Et puis l'orateur, c'est le professeur Olivier Dard, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'université de Paris 4, la Sorbonne, et qui est spécialisé dans l'histoire contemporaine plutôt du 19e et 20e siècle, et qui a publié, qui a étudié de l'intérieur avec de nombreux témoignages, évidemment l'organisation et la vie de l'OAS pendant le conflit et après le conflit. Et donc je lui donne la parole pour 20 minutes pour nous parler de l'OAS. Voilà, monsieur le professeur, à vous la parole. Merci beaucoup. Alors, je vais, moi, carrément m'asseoir, je préfère. Ça me rappelle ma façon de faire. Voilà. Donc... Ce reportage vous est proposé par Acto Consulting, entreprise spécialisée dans la transformation digitale en Europe de l'Ouest et en Afrique centrale. Nos services, conseil et intégration Customer Experience, conseil et mise en place de vos programmes de carte de fidélité, outsourcing informatique. Retrouvez-nous au 15 rue d'Aïol 75001 Paris, sur www.acto-consulting.com, sur contact@acto-consulting.com et au 0033783987422. Acto Consulting. Alors, donc en une vingtaine de minutes, je ne vais évidemment pas, 25, oui, c'est pareil, je ne vais évidemment pas vous raconter le détail de l'histoire de l'OAS, auquel effectivement j'ai consacré un ouvrage. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de ce colloque, en particulier donc, M. Léoutis, dire que je suis très heureux de parler dans le cadre de l'UNC, une organisation que dont je connais relativement l'histoire, y compris dans sa branche AFN, mais c'est un autre débat. Donc je voudrais ici, en quelques minutes, essayer de brosser un petit peu un panorama de cette histoire de l'OAS, effectivement en partant de trois points que vous connaissez parfaitement. D'abord, c'est qu'on est en présence d'un sujet qui est effectivement un sujet à forte tonalité émotionnelle, pour ne pas dire polémique, puisque quand on regarde un petit peu ce qui s'est dit, écrit sur l'OAS de la part de ses adversaires, gaullistes bien sûr, mais également chrétiens progressistes, communistes et autres, on est quelque part entre les nazis, les fascistes, les assassins, etc., etc. Donc il y a effectivement un sujet extrêmement chargé. Deuxième élément, pour ma part, effectivement, quand j'ai écrit sur ce livre sur l'OAS, je m'excuse de vous corriger un tout petit peu, je n'ai justement pas voulu utiliser de témoignages. C'était mon grand objectif. Je n'ai pas voulu utiliser de témoignages, il y avait déjà un certain nombre de témoignages qui existaient, je les ai bien sûr utilisés dans mon livre, mais mon souci était de travailler sur archives et de récupérer un certain nombre de documents bruts, ce que j'ai réussi à faire, en particulier, je pourrais y revenir à l'occasion, mais en mettant la main sur une partie, parce qu'une autre a été perdue, dit-on, mais je crois que c'est vrai, sur une partie des archives de l'OAS Alger, de l'OAS Algérie, et en particulier d'Alger. Et c'est à partir de ces archives que j'ai travaillé. Donc des documents bruts, non retouchés, et évidemment c'est pour l'historien un privilège. Troisième élément, lorsque j'ai commencé cette histoire de l'OAS, il était au fond relativement entendu qu'on parlait d'une organisation qui était née en 1961 et puis qui finalement s'éteignait après 1962, même si un certain nombre de tentatives d'attentats perpétrés contre le général de Gaulle ont continué par la suite, mais l'organisation
effectivement, était à ce moment-là tout à fait démantelé. Alors, l'idée était que l'OAS, justement, se conjuguait au singulier. Et moi, ce que je vais vous montrer, c'est que, en réalité, considérer l'OAS comme une organisation est une vue, d'un point de vue historique, relativement sommaire, quelque part assez fausse, parce que, pour bien comprendre ce qu'est l'OAS, il faudrait plutôt parler de ce que j'appelle une nébuleuse territorialisée, c'est-à-dire que vous avez une OAS à Alger, vous en avez une à Oran, vous en avez une à Constantine, et quant à la métropole, vous avez un certain nombre de réseaux plus ou moins enchevêtrés quand ils ne se combattent pas, entre autres OLS Métropole et Mission 3. Ce qui fait qu'avoir l'idée que l'OAS soit au fond une organisation qui serait dirigée par un chef, qui s'appellerait le général Salan, avec un fonctionnement de type tout à fait centralisé, ne résiste pas véritablement à l'examen historiographique à partir des archives. Et ça permet évidemment de comprendre un certain nombre de choses. Alors, je voudrais retracer cette histoire en 3 points. Je voudrais d'abord essayer de remettre un petit peu cette OAS en contexte, ce sera mon premier point. Deuxième élément, je voudrais m'attacher à ce que l'on peut considérer comme étant les forces de l'OAS, de son point de vue. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce qu'elle a comme atout dans son jeu entre 61 et 62. Et dans un dernier temps, je soulignerai toute l'importance des faiblesses de cette organisation qui, encore une fois, du point de vue de son activité, finalement, a eu une vie relativement courte par rapport à ce qu'a pu être la vie d'autres mouvements clandestins. Et de ce point de vue, je me permettrai, sans raconter la biographie d'historien, mais de souligner que j'ai à l'origine quand même beaucoup travaillé sur les mouvements de résistance, et ça m'intéressait beaucoup, d'ailleurs, l'OAS, en très lointain rapport avec l'ancienne armée secrète, mais ayant travaillé sur les mouvements de résistance, sur les mouvements clandestins, ça m'a évidemment amené à beaucoup réfléchir sur le cas de cette OAS remise en perspective. Alors, premier élément important dans cette OAS mise en contexte, premier élément important, de quand finalement datait la naissance de cette OAS? Alors, le discours le plus classique, le plus convenu, c'est d'expliquer que l'OAS naît au début de l'année 1961 à Madrid, avec 2 personnages qui sont Pierre Lagaillarde, l'ancien patron des étudiants d'Alger, devenu entre-temps parlementaire, et puis Jean-Jacques Suzini, les 2 ayant été impliqués dans l'affaire des barricades et ayant quitté la métropole au moment de leur procès, retrouvant Salan à Alger et créant l'organisation armée secrète au début de l'année 1961. Alors tout ça est évidemment juste, à ceci près que, quand on regarde non pas l'histoire institutionnelle, entre guillemets, de l'OAS, quand je dis institutionnelle, entre guillemets, c'est parce qu'évidemment, si quelqu'un veut me demander combien est-ce qu'il y avait de membres dans l'OAS, c'est toujours la même histoire. Il n'y a pas de carte d'adhérent, donc si vous voulez, c'est une question très délicate. Mais quand on regarde au fond qui sont un certain nombre de cadres de cette OAS, et en particulier sur Alger, on comprend assez vite que pour saisir cette histoire, il ne faut surtout pas la démarrer en 1961, mais la démarrer beaucoup plus tôt, autour de 1955-1956, avec toute l'histoire de ce qu'a été le contre-terrorisme mené par un certain nombre de jeunes Européens. Alors, au moment où évidemment il s'agissait de lutter contre le FLN, y compris avant la célèbre bataille d'Alger de 1957, et parmi les cadres de cette OAS algéroise, on trouve en particulier toute une série de gens venus de Bab el-Oued qui sont des militants aguerris. J'en citerai 2 ou 3, Jean-Claude Pérez qui est à la tête de la partie organisation, renseignement, opération, et puis un certain nombre de personnalités de l'époque que l'on retrouve dans les commandos de l'État, notamment Jésus de Bab el-Oued, François Riner et un certain nombre d'autres. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que ça permet de comprendre dans l'histoire de l'OAS un élément qui est très important.
c'est le fait qu'un certain nombre de civils, lorsqu'ils se retrouvent confrontés à l'action et à l'action terroriste en 1961-62, sont déjà des gens extrêmement bien aguerris, parce qu'ils ont une véritable expérience de la chose, héritée d'années antérieures. Et par conséquent, 1961, c'est à considérer comme une forme de point d'aboutissement, beaucoup plus que comme un début. Alors, justement, deuxième élément de cette mise en contexte, quelles sont les racines et les matrices de cet engagement? Ce que je voudrais souligner ici, c'est que l'OAS, le passage à la lutte armée, au terrorisme, comme pour un certain nombre d'autres organisations, j'assure à la Sorbonne un séminaire sur radicalité et violence, et donc je travaille avec mes étudiants sur toute une série de mouvements terroristes qui vont des brigades rouges à l'IRA, en passant par les populistes russes. Je ne m'intéresse pas directement à l'islamisme, tout à fait volontairement, parce que je veux faire un travail d'historien. Ce qui est très frappant dans tous ces mouvements, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs différences, c'est que vous avez, chez les militants qui vont s'engager dans la lutte armée, un passage progressif vers la violence. Une montée en puissance du rapport à la violence qui ne se décide pas du jour au lendemain. Ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez décider de prendre une arme pour aller éliminer quelqu'un en pleine rue. Ça ne va pas de soi. Et dans le cas de l'Algérie française, il est intéressant de noter que si beaucoup des cadres dont je vous parlais, les civils, viennent assurément du contre-terrorisme des années 55, 56, 57, ça ne veut pas dire que tous les contre-terroristes de l'époque, justement, sont allés jusqu'au bout. Vous avez un processus de radicalisation qui s'opère, alors, à travers toute une série d'événements que je me contente de rappeler ici, je n'ai pas le temps, je sais que vous avez eu une chronologie ce matin, toute l'importance du 13 mai, des déceptions nées du 13 mai, y compris, d'ailleurs, chez un certain nombre d'entre eux qui avaient pu avoir des liens avec notamment les jeunesses du Rassemblement du peuple français en Algérie. Il y a donc les déceptions du 13 mai, il va y avoir ensuite toutes les déceptions nées du discours sur l'autodétermination qui aboutissent à l'engagement pendant les barricades. Et puis, après les barricades, nous en arrivons au putsch d'Alger. Et ce qui est très frappant, c'est que si l'OAS naît officiellement, officiellement au début de l'année 1961, sa véritable naissance, elle s'opère quelques mois plus tard, en mai 1961, c'est-à-dire au lendemain du putsch. Et ce qui est très frappant quand on regarde les procès-verbaux de ces premières réunions de mai 1961, c'est que les acteurs sur place ne se demandent pas du tout s'ils vont, oui ou non, passer à la lutte armée. La cause est entendue. Ceux qui sont là se posent la question du comment, et sûrement plus la question du faut-il, peut-on, etc. Et c'est un élément très important. Et en mai 1961, c'est vraiment la naissance de cette OAS. Alors, une OAS qui naît à Alger, bien sûr, dans des circonstances un peu particulières, parce que son futur dirigeant ou ses futurs dirigeants principaux, que ce soit Salan ou Jouot, sont à ce moment-là dans la nature, si je puis dire. Ils se cachent après les conséquences du putsch. L'OAS naît aussi à Oran, de façon tout à fait différente, selon des voies propres. Elle va naître à Constantine, et ensuite, eh bien, c'est depuis Alger que l'on va décider de créer une OAS métropole en envoyant en métropole en particulier Sergent et Godot, mais cette OAS en métropole ne va être qu'un des éléments de la nébuleuse des années 61-62. Alors, l'OAS est née. Voyons maintenant, en deuxième point, quelles sont ses forces, avant de voir quelles sont ses faiblesses. Quand on regarde les archives de l'organisation, on constate que l'OAS, eu égard aux objectifs qui sont les siens, c'est-à-dire de lutter évidemment à la fois contre le FLN et contre la menace d'abandon, donc ce qui passe évidemment par une lutte contre les autorités de la Ve République, va bénéficier de trois atouts et va réussir au fond sur trois éléments. Premier élément, ce qui m'a beaucoup frappé en regardant les archives, c'est la qualité du renseignement
que l'OS a pu réunir sur Alger. C'est tout à fait remarquable. C'est tout à fait remarquable, je n'ai pas le temps de détailler ici en vous expliquant comment, en croisant les archives de l'OS, ce qu'on sait du côté de Jean Morin, etc., on peut arriver à démontrer ça, mais dans notre guillemets, de voir l'universitaire que je suis sur parole, la qualité du renseignement, elle est bien là. Ce qui permet à l'OS d'être, et à son état-major, hein, c'est de l'état-major dont je parle, ce qui permet à l'état-major d'être au fond renseigné en temps réel sur les forces et les faiblesses de son adversaire, et de savoir évidemment comment se situer dans cette perspective. Alors, cette qualité du renseignement, elle est bien réelle sur Alger. Sur Oran, on pourra en discuter, mais cette qualité du renseignement, elle souffre quand même de deux handicaps, je vous le dis tout de suite. C'est que l'OS ne parvient pas à avoir des renseignements comparables sur le FLN, premier élément très important. Et j'aimerais un jour pouvoir accéder aux archives du FLN pour voir ce que le FLN sait de l'OS. Il n'y a pas d'archives, absolument certain, évidemment qu'il y en a. Et deuxième élément, et là, il faut balayer toute une série de discours de fantasmagorie. L'OS en métropole n'a absolument pas des renseignements fiables. Et on le voit très bien quand les gens de l'OS métropole envoient des soi-disant renseignements donc à Alger. La qualité du renseignement est tout à fait insuffisante par rapport à ce dont ils disposent en Algérie. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième élément important, deuxième force de l'organisation, c'est la qualité, entre guillemets, de ces commandos, son efficacité. L'OS s'est lancé dans ce qu'elle appelle des opérations ponctuelles, traduisons des assassinats ciblés. Ces opérations ponctuelles, elles fonctionnent assez remarquablement du point de vue de leurs promoteurs, puisque grâce à la qualité des renseignements réunis, grâce aux qualités d'exécution des commandos Delta réunis autour du lieutenant Roger de Gueldre, finalement, l'OAS parvient, de son point de vue, à ce moment-là, on est entre l'été 61 et le début de l'année 62, à frapper où elle veut et quand elle veut, sur Alger en particulier. De ce point de vue, l'efficacité est bien au rendez-vous. Et j'ajouterais, autre élément très important pour comprendre ces mois de 61-62, c'est que cette OS, non seulement elle est efficace du point de vue de ses opérations, mais elle est aussi efficace du point de vue de sa propre sécurité. Le problème d'un mouvement clandestin, c'est de ne pas être infiltré, que ce soit l'OS ou beaucoup d'autres. Et on voit très bien, alors là en regardant cette fois-ci du côté de l'État, que l'État, la Ve République, ne parvient pas en 61 et au début de 62 à infiltrer l'OS. Ils ne savent rien ou pas grand-chose. Ça va changer à partir du début de l'année 62. Mais c'est une organisation qui arrive à se préserver, qui applique assez bien les règles de clandestinité. Et donc, c'est là où on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir, évidemment, on est en présence d'une organisation qui a un certain bagage, dont un certain nombre de militants ont un certain bagage avant que les choses commencent. On est dans une situation très différente de celle qui est la résistance, par exemple, dans la France de 41-42, où on voit au contraire après une professionnalisation. Troisième élément, troisième force, la propagande. Cette propagande, l'OS la maîtrise bien. La maîtrise bien à partir évidemment de sa presse, elle la maîtrise bien aussi à partir d'émissions radiophoniques quotidiennes. Et vous avez une radio OS qui émet tout à fait régulièrement à la fois sur Alger et sur Oran. Alors c'est un élément très important. Hein. Quand les Brigades Rouges ont voulu mettre sur pied une radio en Italie, ils ont réussi à émettre autour de quelques centaines de mètres par rapport à leur poste émetteur. Donc si vous voulez réussir à émettre à l'échelle d'une ville, c'est une performance tout à fait intéressante qui prouve aussi à quel point l'OAS peut s'appuyer sur un certain nombre de techniciens compétents. C'est fondamental. Dans une organisation clandestine, il ne s'agit pas de prendre en compte uniquement les combattants, il ne s'agit pas uniquement de prendre en compte les individus dont on va savoir qu'ils sont membres de l'organisation, il y a aussi à prendre en compte tous ceux qui travaillent pour elle, qui travaillent avec elle, en ayant tout à fait pignon sur rue. Et autre élément intéressant de cette propagande pour l'OAS, c'est la réussite qui est la sienne et qui est très symbolique, c'est d'arriver à faire, au-delà des émissions radio pirates,
faire un certain nombre d'émissions télévisées pirates, quand ils arrivent à pirater le journal télévisé donc de midi dès l'été 1961. Et là, évidemment, même si très peu de gens à Alger ont la télévision, la rumeur se répand dans la ville et l'organisation peut construire tout un discours sur sa puissance grâce à cette propagande. Alors, de ce point de vue, eu égard à ce que je vous dis, vous pourriez considérer que cette OAS, effectivement, est forte, ce qu'elle est, mais ses forces ne sont pas sans faiblesse, et c'est ce que je vais voir dans un troisième et dernier temps. Je regarde l'heure. Troisième et dernier temps, donc, les faiblesses de l'organisation. Ces faiblesses, elles sont de trois ordres. Premier élément important, des faiblesses qui sont liées à ce que l'on pourrait qualifier de contraintes externes à l'organisation. Contraintes externes à l'organisation, c'est quoi? C'est quand même tout simplement les forces de la Ve République face à elle. Il y a quand même une armée sur place, il y a une administration, que l'OS ait pu compter sur certains appuis à l'intérieur de l'armée, c'est une chose. De là à ce que cette armée ait évidemment soutenu l'OS, c'en est tout autre. Au-delà, d'ailleurs, du putsch, il y a aussi une administration, il y a, par conséquent, des très sérieuses difficultés pour l'OAS pour finalement pouvoir exister en dehors du cadre qu'elle a fixé elle-même. Là, j'insiste sur ce point, la force de l'OAS, c'est pour ça que je vous parlais d'une nébuleuse territorialisée, la force de l'OAS, elle existe dans les territoires qu'elle contrôle, qui sont des territoires urbains et certains quartiers bien précis. Ça, c'est sûr. Sauf que quand elle veut mener, notamment au moment des affaires de bouclage de Bab el-Oued, quand elle veut engager un combat contre l'État et donc la Ve République, la situation tourne immédiatement à son désavantage. C'est toute l'histoire du bouclage de Bab el-Oued quand l'aviation décide d'intervenir. Et si vous me permettez ce parallèle, mais je crois qu'il est assez juste, hein, je l'utilise volontairement pour me faire comprendre, l'OS est exactement dans la même situation que l'IRA au début des années 70, quand l'IRA domine un certain nombre de quartiers catholiques et que les autorités britanniques décident une fois pour toutes à un moment d'intervenir avec ce qu'ils appellent l'opération Motorman et qui font rentrer les blindés dans les quartiers. Et là, évidemment, l'organisation ne sait plus faire. Donc là, il y a des contraintes externes. Elle n'est pas en mesure, cette organisation, de jouer, d'assumer un combat contre l'État. Ni contre l'État, ni contre la société française, et notamment métropolitaine. Vous connaissez, comme moi, l'importance du divorce entre le projet impérial de l'Algérie française et une société métropolitaine qui, à ce moment-là, est en train d'abandonner l'Algérie française. Voilà pour les contraintes externes. Un mot, enfin plus qu'un mot, sur les contraintes propres à l'organisation. Le reste n'a pas échoué uniquement à cause de la répression et de la force de l'État. Premier élément, première contrainte propre à l'organisation, c'est l'incapacité de l'OAS à proposer un projet. À part dire on veut garder l'Algérie française, d'accord, et comment? Là, il y a toute une série de débats pour rédiger une plateforme politique qui ne voit finalement jamais du jour. Incapacité à proposer un projet, incapacité aussi à parler d'une seule voix. Car je vous ai épargné tous les débats qui scandent l'histoire de l'OAS. Tous se battons. Est-ce qu'on se bat depuis l'Algérie? Est-ce qu'on se bat depuis la métropole? Est-ce qu'on se bat depuis l'Espagne? Il y a eu toute une série de discussions là-dessus. Et on va retrouver ces mêmes divisions internes en juin 1962, tandis que du côté d'Alger, on considère que le combat est perdu, alors que du côté d'Oran, on rêve encore de faire des enclaves territoriales. Donc c'est là où on a bien une nébuleuse territorialisée, c'est là où on a bien une organisation qui, vu de ses adversaires, est considérée comme une sorte d'hydre, certes, mais surtout une organisation avec quand même, vous en entendez qui parle de hydre monstre, et l'image de l'hydre est à mon avis plus juste. Vous n'avez pas une organisation à une seule tête, mais vous avez effectivement beaucoup de divisions. Alors, ces divisions, elles sont d'ordre stratégique, elles sont aussi d'ordre sociologique, puisque vous avez à l'intérieur de l'OAS, je n'ai pas le temps d'y revenir, mais des oppositions assez dures entre militaires et civils, ça fonctionne pas très bien,
y compris sur Alger, et au sein des civils eux-mêmes. Car si Canal se retrouve, si le fameux André Canal de Mission 3 se retrouve en métropole pour lancer sa célèbre Mission 3 et perpétrer d'ailleurs beaucoup plus d'attentats que ne l'a fait l'OS Métropole de Sergent, qui de ce point de vue-là était beaucoup plus réaliste sur ce que pouvait supporter ou non la métropole en termes d'attentats. Si Canal est parti d'Algérie, c'est tout simplement parce que Salan lui a donné un accréditif, puisqu'il faisait déjà péter un certain nombre de bombes sur Alger, si vous me permettez l'expression, et que Pérez avait dit que non, si ça continuait comme ça, c'est lui qui allait intervenir. Et donc, Salan a donné un accréditif à Canal, et les problèmes qui existaient en Algérie se sont retrouvés en métropole. Troisième élément au sein de l'OS en Algérie, le problème des liaisons. Les liaisons fonctionnent mal entre l'OS Alger et l'OS Oranaise. Elles fonctionnent très mal entre l'OS Algérie et la métropole. Et de ce point de vue, encore une fois, c'est une organisation qui peine, au-delà de sa propagande et au-delà de la peur qu'elle inspire, à se montrer une organisation très structurée et efficace. Dernier élément important, le rapport à la société. Finalement, on pose souvent la question, est-ce que les pieds noirs d'Algérie sont favorables à l'OAS? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand? C'est comment? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'il y ait effectivement une sympathie, alors une sympathie d'ailleurs parfois contrainte, d'une société pieds noirs qui effectivement vit de façon extrêmement douloureuse la perspective d'un abandon d'une part, et également la pression des attentats FLN. On n'oublie quand même jamais qu'en termes d'attentats, le FLN continue. Pendant tout 61 et même 62, et même après les accords d'Évian, a procédé à des attentats, et après l'été 62, les accords d'Évian, aux enlèvements, c'est les enlèvements de disparition. De ce point de vue, c'est un cadre tout à fait particulier. Il n'en demeure pas moins que cette organisation armée secrète peine, malgré tout, à recruter. Elle peine à recruter dans le milieu militaire, et de plus en plus. Et du côté des civils, c'est également assez compliqué, parce que, bon, du point de vue des fonctionnaires, l'État d'ailleurs se montre tout à fait à la fois menaçant et, j'allais dire, précis sur ce qui attend les fonctionnaires, en leur promettant, ce qui est le cas d'ailleurs, une réintégration en métropole, mais évidemment à condition qu'ils ne rejoignent pas ce qu'on appelle l'organisation dite subversive. Et par ailleurs, autre élément important, c'est que pour un certain nombre de pieds noirs, certes, on peut prendre position pour l'Algérie française, on peut taper sur les casseroles quand l'OAS dit qu'il faut taper sur les casseroles ou finalement prendre un certain nombre de positions, mais quand on observe le discours à l'intérieur de l'organisation, on voit que les choses sont beaucoup plus compliquées, qu'il n'est pas si facile d'avoir des planques, etc., et que la population est finalement peut-être moins favorable, moins acquise que ses adversaires, que les adversaires de l'OAS ne l'imaginent. Alors, pour conclure, je vais finir là-dessus, bon, cette OAS, elle échoue, ça vous le savez, elle échoue d'autant plus que après les accords d'Évian, on entre effectivement dans une spirale de terreur que ses adversaires FLN comme gaullistes lui attribuent exclusivement. Elle a ses parts de responsabilité, mais encore une fois, elle n'est pas la seule. Mais c'est en même temps une organisation qui est à ce moment-là, parfois, qui est à ce moment-là déjà en pleine déliquescence. Les arrestations démarrent un peu avant Évian et surtout juste après Évian. Et donc, au moment où se précipite le cataclysme de la fin de l'Algérie française, les principaux cadres de l'OAS, progressivement, se retrouvent arrêtés, écartés. Et c'est donc une organisation, finalement, qui est en difficulté, assurément, qui va se retrouver à devoir affronter une indépendance qui est inéluctable, une volonté des pieds noirs de quitter l'Algérie, ce qui, pour l'OAS, est un véritable échec, car elle avait cherché à interdire des départs qui s'avèrent de plus en plus massifs, qu'elle avait d'ailleurs un peu anticipé, en regardant par exemple d'assez près toutes les opérations bancaires, ça c'est extrêmement intéressant du point de vue de l'histoire du renseignement, mais il n'en demeure pas moins qu'à l'été, enfin,
printemps 1962, alors que s'amorce l'été 1962, l'OAS est dans une situation déliquescente en Algérie, et finalement d'ailleurs, je finirai là-dessus, on pourrait y revenir éventuellement dans le débat, cette OAS va voir ces derniers commandos partir. Certains se réfugient en Espagne, d'autres vont aller en Italie, d'autres vont aller en métropole. Certains, évidemment, nombreux vont être ceux qui vont être arrêtés, mais on peut considérer malgré tout qu'à partir de l'été 1962, contrairement à ce que craignent les autorités, qui pensent que le combat va redémarrer en métropole, le combat est bel et bien terminé. Il est terminé pour deux raisons. D'abord parce que pour un certain nombre de ces militants et de ces cadres, le combat est perdu à cause de la fin de l'Algérie française. Et puis il y a un deuxième élément sur lequel je voudrais insister, c'est que vous avez un certain nombre de ces militants et combattants, notamment d'Algérie, qui sont totalement, qui seraient totalement dépourvus de tout savoir-faire sur un territoire qui n'est pas leur, auquel ils sont repérés absolument immédiatement, et que pour beaucoup d'entre eux, ils ne connaissent pas. Donc, à cet égard, la menace d'une OAS en 62, 63, 64 est une menace largement fantasmée, même s'il y a eu l'attentat du Petit Clamart, mais l'attentat du Petit Clamart est une histoire qui s'articule avec celle que je viens de vous raconter, mais qui n'est pas directement partie prenante de celle-là. Pas rentrer dans les détails, surtout les parcours des individus, mais voilà, il y a à dire. Voilà. Oui, le Montfaron, bien sûr, le Montfaron. Mais le Montfaron, si vous voulez, bon, c'est l'affaire Susanne Rosfelder, c'est vrai, mais si vous n'avez plus de commando derrière. C'est Philippe Pérez depuis l'Espagne, à un moment il pense, en 62, il dit bon, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et finalement, il se rend compte que ces gens qui étaient comme un poisson dans l'eau sur les territoires qu'ils connaissaient, en métropole, sont incapables d'agir. Et le temps travaille. On passe à autre chose, c'est le temps des procès, des internements, avant les amnisties de 68. Voilà. Merci. Merci, monsieur le professeur, de nous avoir introduit un petit peu dans les secrets de l'organisation de l'armée secrète. Hein. On en sait un peu plus, voilà. Alors, on a le temps de prendre une ou deux questions. Est-ce que oui, monsieur, dans la salle, sinon, je passe la parole à monsieur Habib Deloncle. Je voudrais dire que l'OAS, que vous avez décrit, c'est faiblesse, et il y avait aussi ces méthodes assez fortes. L'OAS a été une calamité, une catastrophe pour la France et pour le sort du problème algérien. Qui aurait pu, là j'ai des citations du général de Gaulle qui sont tout à fait précises. Donc il faut là-dessus, en 60 et en 61, ça relie, c'est là où on voit l'évolution, l'inévitable achèvement négatif qui a eu lieu. Je partage avec Philippe Boulan son appréciation sur le problème des harkis. On n'a pas réussi à pouvoir contrôler. Mesmer, que je soupçonnais d'avoir été un peu léger, s'est battu pour les harkis, mais malheureusement la situation était telle qu'on ne pouvait pas y arriver. Alors, le général d'ailleurs renvoie dos à dos en 1960 les rebelles d'un côté et puis les gens de l'OAS qui ne sont pas encore OAS, et donc il le dit dans un discours de 60. Dès 60 déjà. Alors, l'OAS, moi je m'en souviens parce qu'elle a perpétré un attentat contre mon père. Qui a réussi à filer, qui a réussi à filer, et avec cette chevaux, il y avait des types qui attendaient devant son domicile dans le 17e arrondissement. Il ne faut pas oublier non plus que l'OAS a fait un attentat qui a failli coûter la vie à André Malraux. C'est très important de le dire. Il y avait tous ces gens d'extrême droite. Et c'était des gens très marqués. Il y avait vraiment de la guerre de 40. Il faut rappeler qu'Alger était quand même la place du gaullisme. Il y avait une partie de la population qui n'était pas très favorable, etc., à la France libre. Il ne faut pas oublier ça. Donc il y avait tout un abcès
qui était important et qui s'est réalisé à cause justement de cette initiative tout à fait épouvantable. Donc, je cite deux présidents de la République, un qui s'appelle le président Macron et l'autre général. Le président Macron a déclaré que la France avait commis un crime contre l'humanité en Algérie. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Pour avoir connu moi-même l'Algérie et l'avoir fréquenté pendant une vingtaine d'années. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. La France a fait un certain nombre de choses tout à fait positives pour l'Algérie, a créé des richesses, etc. Aïd Arbel, qui était un des leaders de la rébellion, avait dit dans les années 50, l'Algérie c'était le paradis terrestre. Malheureusement, il y avait eu Sétif auparavant. Donc, on ne peut pas dire ça. Et si l'OAS, alors il y a deux horreurs, les crimes du FLN, il ne faut pas les cacher. Et vous l'avez dit d'ailleurs tout à fait bien, les crimes du FLN, tout à fait scandaleux. Il faut oublier, il y a encore des gens qui ont ça en tête. Et j'en parlerai dans la troisième partie sur les relations actuelles. Et puis il y a eu les crimes de l'OAS qui ont tout compromis. Mon père avait un ami qui était en Algérie, c'était Lucien Fouché, qui avait des affaires, etc., qui est reparti en 62, il a fait voyage et il était gaulliste, il était tout à fait, il soutenait la politique du général. Et ce qui lui est arrivé, l'OAS l'a canardé et l'a tué. Un exemple comme un autre, elle l'a tué. C'était un homme qui était présent. Donc il faut pas oublier tout ça, et ça a évidemment empêché la politique d'association. J'ai relu tout à l'heure le discours du 16 septembre auquel Alfred a fait allusion tout à l'heure. Il y avait cette politique d'association, et il y a même un moment, une citation en 61 où le général dit finalement, je serais content que l'on choisisse la solution de la francisation, enfin, c'est pas la francisation, les non, mais il dit je serais content que les Algériens restent français, en fait. Hein, mais c'est à eux de choisir. C'est à eux de choisir. Et il est clair que la position de l'OAS n'a pas permis de faire ce choix, ce qui a entraîné d'ailleurs énormément de morts à la fin de la guerre d'Algérie et à la difficulté de contrôler les choses. Alors c'est ça qu'il faut dire tout à fait carrément. Et la responsabilité de l'OAS est colossale. Alors vous avez bien dit les choses. Au putsch d'Alger, au putsch d'Alger, le putsch d'Alger, on s'aperçoit qu'il ne dure que 8 jours, alors qu'il était le deuxième, hein, alors qu'il était quand même manipulé par toute l'armée. Et finalement, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas tenir. Et le putsch d'Alger a avorté malgré les moyens qu'ils avaient et un soutien de la population, parce qu'ils se sont dit on ne peut pas aller plus loin. Il y a des gens qui se sont rendus et il y en a d'autres qui sont pariés. Le général de Gaulle a fait fusiller, il y a eu 4 procès contre l'OAS expéditive. Il y a eu 4 condamnations à mort qui ont été exécutées. Bastien Thierry, Dofcar, Pix, et le quatrième, j'ai oublié le nom, pardon, De Guet. Mais il a gracié après tous les gens, tous les responsables, tous les généraux, etc. Il y avait même Massu, il ne faut pas oublier que Massu, à un moment, a soutenu le putsch. Vous connaissez tous l'anecdote de Massu, quand c'est Gérald Levoix, lui, évidemment. Alors Massu, toujours aussi con, et l'autre répond, toujours gaulliste, mon général. Et donc le général a dû apprécier ce genre de choses. Donc tous ces gens-là ont été graciés, Soustelle aussi, qui a pu rentrer, se représenter aux élections. Et donc, il y a eu une espèce de magnitude, si j'ose dire, de la part du général de Gaulle. Et vraiment, si l'OAS avait pu ne pas exister, je crois que la face du conflit algérien, de l'affaire algérienne, aurait été changée et que les rapports ne seraient pas ceux qui sont aujourd'hui. Merci, monsieur Mitterrand, pour vos observations qui enrichissent un débat toujours actuel. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Sinon, on va passer à la communication suivante. Oui.
Je voulais saluer quand même, avant que vous posiez votre question tout de suite, la présence parmi nous de Thierry Martin, que j'ai vu arriver tout à l'heure, ex-adjoint au maire du 16e, chargé du monde combattant. Bonjour. Et bien évidemment, là c'est plus récent, Monsieur Barcelini, donc président du Souvenir français, qui vient de nous rejoindre également. Écoutez les interventions de l'après-midi avant de faire la sienne. Voilà, monsieur. Gérard Gribaud. Monsieur le professeur, merci pour l'exposé que vous venez faire et qui correspond à ce que je pense. J'ai vécu cette période sur le terrain. J'étais lieutenant démobilisé en 60. J'ai vécu les barricades à l'extérieur. J'ai vécu le putsch 4 jours. J'ai vécu les drames du FLN. Une voiture piégée le jour de mon mariage. Nous étions sur un trottoir, la voiture de l'autre. 2 morts, 24 blessés. J'ai vécu les attentats FLN avec ceux de l'OS. Je connaissais bien. J'habitais une villa et mon frère au-dessus avait des responsabilités à l'OS que j'ai refusé d'avoir. Alors, je ne vais pas être long parce que c'est douloureux ce que j'entends. Mais ce que je veux dire, je suis resté en 62 au titre de la coopération en Algérie 4 ans et j'en suis parti parce que l'appartement où nous habitions avec 2 enfants était visé par le concierge pour un colonel de l'armée nationale. Je l'ai su par un collègue cheminot qui nous a facilité notre tour en France. C'est tout ce que je veux dire. Merci, monsieur Grimaud. Merci pour ce témoignage de D'ailleurs, je voulais